Welcome to the Seven Figure Hour podcast, where we dive into stories of those who've encountered seven figures in business, on social media, or in major life experiences. In today's episode, our guest shares how breaking his neck at 18 was a blessing in disguise, how he opened 4 retail stores in a year, his advice for aspiring entrepreneurs, and much more. Make sure to follow the podcast and share it with others who might enjoy these inspiring conversations. We really appreciate your support. Enjoy. Donc, bonjour, bienvenue au Seven Figure Hour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Legros, cofondateur propriétaire de la boutique Carole Vintage, une boutique de vêtements vintage qui connaît un succès incroyable. Fait qu'aujourd'hui, on peut parler de son parcours entrepreneurial, de tous les enjeux qu'il a dû surmonter, puis tout ce qui est arrivé avec l'expansion de son entreprise. Donc, préparez-vous à découvrir son histoire inspirante. Puis sur ça, merci beaucoup Vincent d'être là. Hein? Ça a pris on a dû reschedule, mais écoute, t'es enfin là. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, tu pourrais juste nous dire un peu t'es qui, c'est quoi ta boutique, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, of course. Dans le fond, moi, je suis le fondateur et président de l'entreprise Carole Friperie Inc. Mais on est plus connu sous le nom de Carole Vintage, mettons. Là. Fait que on peut nous retrouver facilement sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur notre page Instagram. Puis c'est ça, dans le fond, moi, c'est moi qui ai starté ça au début du COVID. Puis depuis ce temps-là, c'est parti de vendre des petites trouvailles que je trouvais en friperie sur ma page Instagram personnelle à aujourd'hui, on est rendu à 4 succursales. On veut faire une expansion, donc il va y en avoir d'autres qui vont ouvrir éventuellement. On est aussi la plus grosse plateforme de revente en ligne de vêtements vintage au Québec. Donc, on a fait un petit bout de chemin quand même là, depuis ouais, COVID. hein? Là. Je veux dire, je me souviens encore de les stories qu'on voyait sur Instagram, les boîtes mystères. Puis Exact. je sais que ça me semble que ça a quand même bien pogné, mais pour en revenir un peu sur les débuts, parle-nous donc du début de Carole. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer Carole? Je sais que tu as vécu un événement assez, pas traumatique, mais assez important dans ta vie. Tu pourras-tu, dans le fond, nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ouais, bien sûr. Ben moi, en fait, en secondaire 5, j'ai eu un gros accident. Dans le fond, je me suis cassé 2 vertèbres dans le cou. Puis j'ai failli être paraplégique puis mourir. Puis j'ai eu la chance, en fait, là, de juste pouvoir avoir une opération. Fait que là, je suis comme tout vissé derrière. J'aimerais bien ça vous montrer ça, mais c'est pas trop chic. Ouais, si tu me disais, tu peux pas, ouais, pas pencher, ça, tu peux t'accoter à la tête demain. Ben ça, mettons, c'est le plus, là, quand je fais des angles. Non, je suis encore super fonctionnel, je peux faire du sport. J'ai recommencé à jouer au hockey. Dans le fond, cet accident-là, c'est arrivé, justement, comme je disais, en secondaire 5. J'étais parti à Bromont faire du snow. Puis, en étant un jeune qui pensait pas trop, j'ai décidé de faire le dernier bigger à Bromont, malgré le fait que la piste était fermée pour verglas. Puis, finalement, écoute, j'ai comme glissé dans 1 seconde sur le verglas, fait que j'ai overjump, j'ai atterri. Dans le fond, c'était comme, je vais pas dire n'importe quoi, de mémoire, c'est 30 pieds, puis après ça, t'as la piste pour atterrir. Puis moi, j'ai atterri en bas là. Fait que je sais pas c'est combien de pieds que j'ai fait sur la tête, mais j'ai eu le temps d'avoir ma vie assez vite, assez 2-3 fois dans les airs. Puis dans le fond, quand j'ai atterri, je sentais comme plus mon corps, j'étais comme tout engourdi partout. Puis j'étais avec une fille à l'époque qui était une collègue de travail à moi, qui me disait, tu sais, qu'elle voulait pas faire de job parce que c'était dangereux. Puis j'ai dit, ben non, ça fait pas peur, tu sais, c'est facile pis tout. Puis j'ai pris la plus grosse débarque de ma vie en snow. Puis par la suite de cet accident-là, j'ai descendu à la piste comme un raisin sec. Là. Ça rend pas une bonne idée. T'as fini à la piste. J'ai hein? fini à la piste, j'ai chauffé jusqu'à chez nous. Oh my God. Puis arrivé chez nous, j'étais plus capable de bouger. Fait que j'étais allé à l'hôpital. Puis c'est là que j'ai appris dans le fond que ma saison de hockey puis mon secondaire 5 était fini là. T'sais. Fait que je suis jamais retourné à l'école après ça. Fait que mon secondaire, dans le fond, j'étais sur les gros opioïdes, je sais pas c'est quoi les termes exacts de la drogue que je prenais, mais c'était vraiment de la drogue forte là, pour antidouleur. Puis, du Lodid ou quelque chose du genre. Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est comme 10 fois plus fort que de la morphine. Là, t'étais drogué. Là. Ouais, j'étais pas mal drogué, fait que j'étais pas tout là. Puis ensuite, quand que je commençais à aller mieux, j'ai eu mon opération et tout ça, il y a eu le COVID qui a comme frappé en même temps. Fait que moi, j'étais à la maison, j'étais complètement handicapé, drogué, puis j'avais plus de job parce que, premièrement, moi, je travaillais en restauration. Fait que c'est une job qui est comme, t'es pas vraiment cool, debout, hein, tu marches vraiment.
Puis simultanément, tu sais, t'as comme tous les restaurants qui sont fermés avec le COVID. Fait que je me suis retrouvé avec zéro source de revenus, tu sais. Puis pour moi, c'était vraiment comme... J'ai eu la chance d'être serveur dans un restaurant quand j'avais 15 ou 16 ans. Puis habituellement, c'est 18 ans parce que tu sers de l'alcool. Puis j'ai comme passé à travers les... J'ai vraiment des petits passe-passe, comme on peut dire. Puis écoute, je faisais de la grosse argent là, en secondaire 5. Tu sais, j'étais capable de faire des semaines à comme 1500 pièces cash là, comme serveur. Fait que ça m'a vraiment permis de mettre beaucoup d'argent de côté. Je vais en revenir plus tard, mais c'est ça aussi qui m'a permis de fonder Carole et tout ça là, en achetant beaucoup d'inventaire. Mais bref, fait que là, je me retrouve comme plus aucun argent et tout ça. Je suis pendant le COVID, fait que tous mes chums aussi sont confinés. Puis moi, je peux déjà d'emblée pas sortir parce que j'ai un colique cervical, fait que je vais avoir un fou un peu. Puis, fait que ce que je décide de faire, en fait, c'est de vendre comme mes anciens vêtements en ligne. Puis, moi, ça faisait longtemps que j'allais déjà dans les friperies à l'époque parce que dans le temps, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait comme un petit stigma de eux qui vont dans les friperies, c'est pour les pauvres et tout ça. Puis moi, ma mère, comme c'était zéro dans ses valeurs, puis elle m'a tout le temps montré de comme, tu sais, d'acheter moins cher, puis d'être vraiment économe et tout ça, puis elle est vraiment contre le fast fashion, puis elle est vraiment comme éco-responsable. Fait que depuis tout jeune, là, je m'habillais dans les friperies et tout ça, puis tu sais, c'était dans le temps que je le disais pas, là, que je magasinais dans les friperies, là. C'était comme vraiment... tu sais, maintenant, tu t'achètes quelque chose, puis tu le dis, hey, c'est thrift et tout ça, puis dans le temps, comme c'était... T'osais pas le dire. Tu voulais pas le dire, tu sais, fait que... Ouais, je l'achète chez Walmart. Exact, ouais, c'est ça. Fait que, bref, j'avais comme beaucoup de linge accumulé depuis longtemps, parce que j'ai tout le temps eu un petit penchant pour le vintage, la mode et tout ça. Puis je me suis mis à vendre ça en ligne, puis pour vrai, ça a été fou, là, la réponse de la clientèle, ça a vraiment, vraiment bien marché. Fait que ce que j'ai décidé de faire avec mon ami Nathan à l'époque, c'était de faire une page Instagram, puis on s'est mis à vendre comme les deux nos vêtements, parce que les deux, on avait cette passion-là d'aller dans les friperies et tout ça, fait qu'on vendait des trucs vintage et tout ça, puis on fonctionnait sur formule de auction. Fait que par exemple, on postait un item, puis après ça, le monde, il faisait des bits, des commentaires et tout ça. Fait que, tu sais, il y a des items, là, où, initialement, comme je te disais, on était vraiment les premiers à faire ça, là, fait que je mettais un item, mettons, qui aujourd'hui, je vendrais 40$, puis ça va tout le temps me rappeler, il y a un item on est qui a monté à comme 150$, puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment de l'argent à faire avec ça, là, tu sais. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai pris ça un peu plus au sérieux, puis de fil en aiguille, on a bâti la page Carole ensemble, moi et Nathan. À un moment donné, il a juste décidé de comme lâcher parce que ça prenait un petit peu trop de son temps. Fait que j'étais seul avec ça. Puis au fur et à mesure que j'étais là-dedans, tu sais, veux pas, tu te fais des contacts et tout ça. Fait que j'ai été invité à plusieurs événements, dont les Flow Market à l'époque, qui aujourd'hui est rendu la boutique sur Saint-Denis, là, qui s'appelle Marché Flow, en fait. C'est vraiment comme... c'est Alex qui a ça, une chic type. Puis pour vrai, ça a été vraiment là que tout a comme déboulé de OK, il y a vraiment de l'argent à faire. Là, je passe à vendre des t-shirts, mettons, des items à 30$, mettons, je fais un événement puis je suis capable de sortir 100 000 cash. Fait que là, c'est là que j'ai comme réalisé de wow, il y a de quoi faire avec ça. Puis à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait à ces événements-là, je l'ai vraiment pris au sérieux aussi au niveau du réseautage. Fait qu'il y avait des vendeurs de partout à travers le Canada. Puis je me suis mis à m'aimer avec tout le monde. Fait que ça m'a vraiment fait comme des connexions qui m'ont permis d'aller acheter en grande quantité du wholesale de vintage. Puis une fois dans le fond que c'est ça, je faisais ces événements-là, je me suis mis à plus prendre la page au sérieux. Fait qu'on postait beaucoup sur notre page Instagram. Puis ça fonctionnait extrêmement bien, tellement bien que j'ai décidé pendant le COVID d'ouvrir un petit magasin chez moi. Fait que mes parents étaient super sympathiques, puis ils m'ont laissé faire ça. J'avais une pièce dans le fond à l'époque qui était au 3e étage chez moi. Puis c'était comme vraiment mon premier shop. J'ai encore des photos, je pourrais te montrer ça puis mettre un extrait sur le podcast ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment comme une petite chambre, en fait l'ancienne chambre à ma soeur. Qu'on a transformé, là, il y avait des racks partout, du linge partout. Puis tout avait fermé pendant le COVID, là, genre, premièrement c'était les restos, puis après ça, tous les centres commerciaux et tout ça. Fait que le monde qui voulait du linge, j'étais comme juste en ligne. Puis moi, tout le monde qui m'achetait, c'était un peu un speakeasy de savoir de, ok, tu vas chercher ton vêtement, tu as le droit de rentrer en haut puis de checker les trucs. Puis moi, dès que mes parents avaient les yeux fermés, man, je faisais rentrer le monde. Dès que j'avais la maison, je faisais rentrer du monde.
le monde prenait des rendez-vous pour venir magasiner tout Aïe, ça. Là. Ouais, il y a wow. du monde qui venait de loin, là. Il y a du monde Ouais. qui venait de Bromont, il y a du monde qui venait de 2 heures de route pour venir magasiner chez nous à l'époque. Puis ça fonctionnait tellement bien, ça avait même pas de bon sens. Puis après ça, comme tous les restos ont rouvert, fait que je suis retombé dans la restauration. Fait que j'étais allé dans le fond, je faisais les deux en même temps, fait que là j'étais comme vraiment overwhelmed. Puis T'avais l'école en plus? Ouais, j'avais de l'école en plus au cégep. Fait que j'étais vraiment comme overwhelmed, puis ça faisait comme un peu too much. Fait que j'avais mis un petit peu ma page de côté, puis je faisais plus le. Ce qui marchait mieux pour moi, c'était le monde qui venait magasiner. Parce qu'en ligne, tu sais, c'est quand même un headache de comme, tout prendre les photos, mettre les sizes, mettre les prix, etc. Puis dealer avec tous les messages. Fait que je faisais comme serveur, plus le monde, il venait magasiner chez moi. Fait que, veux pas, j'avais plus vraiment le temps pour Carole. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que Xavier Leduc, qui est un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est le porte-parole de l'ambassadeur de la marque, en fait, là, qui est le beau monsieur avec la moustache sur nos réseaux sociaux. Et mon best. Ouais, le Hey Mon Best, c'est lui. D'ailleurs, c'est moi qui ai inventé ça. Tous mes chums disaient ça. Prends le crédit, c'est ça. Tous mes chums disaient ça. J'y ai dit Hey Mon Best, puis après à ce moment-là, il l'a dit lui avec. Mais bref, à ce moment-là, Xavier, qui était un bon ami de la famille, puis un bon ami à moi que je connaissais depuis que j'étais jeune, j'ai joué au hockey avec lui toute mon enfance, il est venu me voir, puis il voulait essayer un concept qui était les Mystery Box, parce que c'était dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, Moi, je me mais souviens des il y Mystery avait Box. un concept qui fonctionnait super bien, c'était comme des retours Amazon, ou je sais pas trop Ah quoi. oui! Puis lui, il s'avait fait pogner avec ça, man. Il m'avait dit que ça allait faire avoir, puis qu'il avait acheté comme 5 boîtes Amazon, puis c'était vraiment de la merde, mais qu'il avait de l'argent à faire avec ça. Fait qu'il me vient me voir, puis il me dit, tu sais, je vois ton concept, ça marche bien, il faut absolument faire les Mystery Box. Puis là, je suis comme, ok, man, let's give it a try, tu sais. Puis ça a été un catastrophe, ça a pas en tout marché. Ah non! Par contre, ce qui a été vraiment cool, c'est qu'une fois qu'on a fait les Mystery Box, c'est à ce moment-là qu'on a lancé notre site web. Puis au moment du site web, par contre, genre après les Mystery Box, on a dit, tu sais, ça fonctionne vraiment pas, c'est un échec total. Parce que ce qui se passe, c'est que, veux pas, c'est du vintage. Le monde veut savoir leur size, veut savoir c'est quoi les dimensions. Puis dans le vintage chez Vass, il y a du monde qui vont triper sur Winnie the Pooh, peut-être du monde qui vont triper sur Harley Davidson. Là. C'est deux extrêmes, là, tu sais. Fait que le concept de Mystery Box n'a pas super bien fonctionné pour nous. Mais à partir de ce moment-là, on a eu notre site web. Puis on a fait un nouveau concept qui à partir de là, on a fait tous les jours. C'était de drop 10 thèmes par jour sur notre site web. Puis on a pas mal été les premiers à faire ça. Puis encore aujourd'hui, on le fait. Mais aujourd'hui, on est rendu à beaucoup plus d'items qu'on poste de façon régulière. Puis je te dis que la réponse de la clientèle, ça a été vraiment bon. Là. On les mettait en story et tout ça. Puis ça l'a vraiment relancé comme Carole. Moi, je faisais encore le monde qui venait chez moi. Puis avec Xav, on faisait le site web simultanément. Plus on faisait les événements que je parlais. Puis c'est à partir d'un événement, en fait, qu'on a eu la chance d'ouvrir notre boutique à Brossard. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais avec Xav à ce moment-là. Puis on a fait un événement qui s'appelait le Street Market au Mail-Champlain. Donc, c'était comme des gars de Toronto qui faisaient une tournée d'événements à travers le Canada vintage. Fait que eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rassemblaient tous les vendeurs de la région. Puis ils louaient comme un local et tout ça. Puis on avait fait cet événement-là à Brossard. Puis moi, comme je te dis, tout le monde venait magasiner chez nous là, sur la Rive-Sud. Tout le monde. Là. Puis le monde qui était vendeur à cet événement-là, c'était du monde de genre Montréal ou comme de d'autres places que personne connaissait. Puis c'était à Brossard qui était à 15 minutes de chez moi. Tu sais, moi, je suis de Candiac. Fait qu'à cet événement-là, mon gars, là, j'ai fait la palette, mon gars. Là, genre, ça avait même pas de bon sens. Tout le monde était à notre kiosque et tout ça. Puis après cet événement-là, il y a Xavier, mon partner, qui faisait les ventes de garage pour comme trouver des cossins vintage, des trucs de même à revendre, tu sais. Puis il a eu la chance de tomber sur le directeur général de l'immobilier chez Communard. Donc Communard, c'est comme un groupe de centres commerciaux. Puis dont le Mail Champlain. Fait que lui, il parle de ça, puis tout. Puis il dit, c'est quoi tu cherches, puis tout ça, parce qu'il fait les ventes de garage. Puis il dit, je cherche des trucs vintage. Puis là, il dit, c'est drôle qu'il dise ça. Il vient d'avoir comme un événement à Brossard, là, où il vendait du linge vintage et tout ça. Puis je dis, ben oui, c'était nous, tu sais. Ben lui, il dit, ben oui, c'était nous qui étions là. Puis il dit, tu sais, ça a tellement bien marché, je vous veux dans mon centre commercial et tout ça. Puis écoute, on a eu vraiment un deal qu'on ne fait pas refuser parce que
au début, on y allait vraiment de reculons, tu sais, les deux, on était des étudiants. Moi, j'avais 18 ans, je pense, à ce moment-là. Fait que t'as 18 ans, tu t'es proposé d'ouvrir un shop, puis comme t'as un payroll, t'as un bail, t'as comme... C'est nouveau pour moi, tu sais. Moi, dans ma famille, mes deux parents sont psychoéducateurs, fait que j'ai pas d'entourage qui sont comme nécessairement des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Fait que tu te retrouves à 18 ans, tu peux pas trop en parler parce que tu veux pas non plus jinx ou tu sais, juste t'essaies de garder ça tranquille un peu, mais t'es super excité ça, d'avoir cette opportunité-là. Puis finalement, à ce moment-là, on fait rentrer Zach. Fait que, dans le fond, on est trop dans le projet. Fait qu'il y a Zach qui rentre, qu'on appelle Frenchie. C'est un de mes bons amis à moi aussi que j'ai fait rentrer. Lui, dans le fond, il était en e-commerce avant. Puis il s'avait lancé dans les paddleboards en plein dans le gros boom du paddleboard. Fait que ça avait vraiment bien marché ses affaires. Puis il a décidé de nous rejoindre. Puis au moment qu'il nous a rejoint, on a décidé d'ouvrir le shop. Fait que on ouvre le shop, on est 3 gars, on a un deal qu'on peut vraiment pas refuser. Puis on y va comme all-in, là. On a mis genre... C'est à ce moment-là que je disais, tu sais, tout mon argent que j'avais mis de côté, j'ai tout mis ça dans le fonds de commerce, tout mis ça en inventaire, on n'a pas pris de prêt avec la banque ou quoi que ce soit. C'est tout moi qui ai comme mis l'argent pour starter ça, tu sais. Puis, fait qu'on start le shop, puis pour vrai, comme je te dis, on était tellement désorganisés, là, ça avait même pas de bon sens, là, genre, c'est nous qui faisions la peinture, c'est nous qui faisions tout, ça a été tout croche. Honnêtement, on se faisait taper ses doigts par le centre commercial parce que on avait de la bière qu'on n'avait pas le droit, on savait pas. Puis là, des affaires de même, puis toutes sortes de niaiseries de même qui arrivent en première ouverture, puis que t'apprends tellement de tes erreurs, tu sais. Fait que... bref, tout ça pour dire, la journée avant l'ouverture, on décide de faire comme une soirée pré-ouverture avec famille et amis. Puis à cette soirée-là, on réalise que notre système de caisse marche pas. Puis qu'on ouvre le lendemain. Puis les rénaux étaient même pas finis, genre. Fait que on est comme, mettons, une quinzaine. Toute la famille se décide à aider. On a tout tag le linge cette soirée-là. Tu sais, c'était censé. Tu sais, il y avait des entrées, il y avait des bouteilles de champagne. Finalement, tout le monde se mettait à tag le linge, mettre les prix, ses vêtements, tout ça. C'était vraiment comme Bagdad, là. C'était n'importe quoi. Puis après ça, comme à la fin de la soirée, il y a quelqu'un, le monde pour nous encourager, ils viennent pour nous acheter du linge puis tout, puis on réalise que ça fonctionne pas. Fait qu'on a passé un autre comme 5 heures à essayer de régler ce maudit problème technique-là. Puis finalement, on a été capable de le régler. Puis là, on s'en va se coucher, man. Il est rendu petites heures du matin parce qu'on n'avait pas fini le shop. On ouvre le lendemain matin, puis ça a été une ouverture fantastique, man. Le monde était tellement content d'avoir une boutique vintage et tout ça sur la Rive-Sud parce que avant ça, comme le noyau du vintage au Québec, c'était vraiment comme la rue Saint-Denis puis la rue Saint-Laurent, où t'as comme toutes les boutiques, puis il y avait rien pour le monde de la Rive-Sud. Ouais, c'est ça. Fait que on a fait ça, puis ça a été fou. Là, on a explosé le chiffre d'affaires. Ça avait... tu sais, mettons, je dis qu'on... Moi j'étais comme, OK, c'est l'ouverture, tu sais, le monde vont peut-être pas t'en venir, parce qu'on n'avait pas fait tant de promotions ou quoi que ce soit, puis j'étais comme, si je vends 5000, tu sais, je suis super content, puis qu'on a vendu là, vraiment, vraiment plus que ça, là, genre des chiffres qu'on s'attendait vraiment pas à faire. Puis après cette ouverture-là, ce qu'on réalise en fait, c'est que le stock qu'on avait acheté, qu'on pensait qu'elle allait nous durer 2 mois, nous a duré 3 jours, genre, mettons le vendredi, samedi, dimanche, qui nous a duré. Fait que là, on fait comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait, genre? Puis c'est à partir de ce moment-là que on a vraiment eu comme des back and forth avec nos fournisseurs et tout ça. Puis là, on a dû faire des commandes, aller faire des allers-retours à l'autre bout du monde pour aller chercher ce stock-là et tout ça. Puis on a vu que l'engouement était tellement là sur la Rive-Sud, fait qu'on a décidé de faire un modèle qu'on a réutilisé d'ailleurs avec chacun de nos succursales, qui était de faire des événements de 7 jours, puis ensuite, si ça fonctionne bien, on ouvre genre 1 mois, puis ça fonctionne bien, on l'ouvre genre permanent. Tu testes à marcher. On a vraiment comme... C'est comme ta façon que tu rentres, tu comme, hey, ça marche bien dans ce coin-là. Puis genre nous, mettons 2 mois après de mémoire, en fait c'est moins que ça, on a ouvert le 8 octobre à Brossard. Puis là, man, moi je disais aux boys, parce que comme je disais, je faisais les événements au marché Flo, qui était sur la rue Saint-Denis, puis je disais aux boys, vous avez pas idée, man, faut ouvrir sur la rue Saint-Denis, faut ouvrir sur la rue Saint-Denis, ça va être débile. Puis on voit qu'un local direct sur la rue Saint-Denis, un emplacement malade. On s'en va, genre, faire le tour des locaux et tout ça, comme
3 semaines, un mois là, après l'ouverture à Brossard. Puis on voit le numéro, puis là, Zach, qui est mon partner, il appelle, tout ça, puis c'est avec une madame asiatique qui parle pas super bien français. Puis on est capable de booker le local pour une semaine qui, selon nous, était parfaite. Fait que dans le fond, c'était la semaine du Black Friday, puis il faisait comme vraiment beau dehors. Fait que on fait cet événement dans ce local-là pour toute la période du Black Friday. Puis pour vrai, ça avait vraiment bien fonctionné, mais le local était dégueulasse. Là, encore là, je pourrais te Il montrer n'y des avait photos. pas, Là. ouais, il n'y avait pas rénové rien. Turquoise. Pour que tu aies une idée, là, il y avait un divan, là, tu sais, mettons un divan de même, là, Ouais. qui était peinturé au rouleau. Turquoise, c'était Non. n'importe quoi. Mettons, les clients s'assoyaient dessus, là, puis ils se relevaient, il y avait genre tout plein d'écailles de peinture dessus. C'était dégueulasse. Ça, c'était rough. Le local avait vraiment pas de gueule. Fait que on fait cet événement-là, puis ça fonctionne bien. Puis là, ben en fait, on n'avait vraiment pas pensé en fait à tester le marché. C'était plus comme, hey, on va faire ce Black Friday, on va faire de l'argent, let's go, mais on va racheter de l'inventaire pour Brossard. Puis finalement, comme la dame était prête de louer son local au final. Fait qu'elle nous dit, est-ce que vous voulez rester comme pour le temps des fêtes? On se regarde, like, let's go, man, on reste pour le temps des fêtes. Why not? Puis pour vrai, ça a comme vraiment bien marché aussi. Fait que là, on est rendu à la fin du temps des fêtes. Puis là, on réalise que t'as comme janvier, février, mars qui sont comme les mois vraiment morts en retail parce que tu sais, le monde vient de dépenser la carte des crédits foulée pour le temps des fêtes, ça. Ouais. Fait que, bref, on est rendu à peu près là, fin décembre. Puis là, elle nous dit, écoute, je vais vous faire vraiment un bon deal si vous voulez comme rester. Fait que comme ça vous permettre d'assumer comme le mois de genre janvier, février, mars. Mm-hmm. Fait que on a décidé de fermer un mois, faire des belles rénos et tout ça, puis on a ouvert ce shop-là. Puis à partir de ce moment-là, pour vrai, ça a vraiment bien marché sur la rue Saint-Denis. On est encore là aujourd'hui d'ailleurs, pignon sur rue. C'est le 4321 rue Saint-Denis, je vous invite à y aller. Puis après cette ouverture-là, on a décidé de retourner à notre ancien modèle des centres commerciaux. Fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est où qu'on pourrait ouvrir? C'est quoi le next step? Puis on s'est dit, on est sur la Rive-Sud, on est à Montréal, il faut ouvrir sur la Rive-Nord. Fait qu'on a ouvert à Laval, au Centre Laval. Le fameux Centre Puis, Laval. Exact. Fait qu'au Centre Laval, qui était avec Communard, ben, qui est encore aujourd'hui à Communard. Fait qu'on a ouvert, ça a vraiment bien fonctionné initialement et tout ça. Mais vers la fin, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est comme vraiment un centre d'achat qui est comme mort. Ouais. Fait que si t'es pas capable d'apporter ton propre monde, ça va être vraiment difficile de comme scale up et augmenter tes ventes. Fait qu'on a décidé de... Il y a comme 2 mois de le fermer pour ouvrir au... Ouais, c'est ça. C'est un gros step qu'on vient de faire, là, de le fermer pour ouvrir au Carrefour Laval. Puis, pour vrai, ça a été comme... Vous satisfait jusqu'à date? Ouais, mais pour vrai, c'est notre plus gros step qu'on a fait à date. Dans le fond, eux, c'est Cadillac Fairview, en fait, qui sont comme pas mal les plus gros au Canada là, en termes de immobilier commercial. Puis, le Carrefour Laval, là, il y a... Ouais, Allemande qui vient d'ouvrir, mais était le plus gros au Québec. Là, il est rendu comme le 2e. Puis, pour vrai, on a tout donné. Là, parce qu'initialement, au lieu d'ouvrir sur le Centre Laval, tout le monde nous disait, tu sais, ça va être mort le Centre Laval, c'est pas le spot et tout ça. Puis, on était comme, ouais, mais on n'a pas d'autre choix, parce qu'on s'est fait refuser, nous, initialement, au Carrefour Laval. Ah ouais, ok. Fait qu'ils voulaient rien savoir d'avoir du linge vintage pour plusieurs raisons. Notamment le fait que il y a beaucoup de magasins, par exemple Levi's ou d'autres magasins du genre qui ont des clauses de on veut pas de seconde main et tout ça pour pas que ça, premièrement, brise leur image de marque. Ouais, parce que t'as Puis aussi, littéralement moi, le pants Levi ben, qui est à côté de neuf, exact. puis toi tu le vends à moitié prix dans ton magasin qui est la même qualité. Mais bref, ce qu'on a expliqué au monde, c'est que premièrement, c'est pas les mêmes modèles qu'on vend nécessairement. Fait que nous, c'est les modèles des années 80, 90, début années 2000. Puis on était capable de faire lever cette clause-là. Fait qu'on est vraiment satisfait. Puis comme je dis, on a ouvert de mémoire fin juillet. Début juillet. Ouais, début juillet. Ouais, je veux pas dire n'importe quoi. Début juillet à Carrefour Laval, puis on était vraiment contents. On a ouvert en plein dans le bon moment. Là. On s'est claqué le back to school, fait que juillet à août. Fait que super content. On a mis beaucoup d'efforts. T'étais là d'ailleurs à l'ouverture. Pour ben, ça a été le même un problème qu'à Brassard, là, juste avant l'ouverture, de peinturer, faire des ci, faire des ça. Mais le dosseret, il est encore noir, les gars. Là, on passe là, il est neige. Ah, il est tout noir encore. Fait que on a ouvert, c'était, comme je disais, à Laval. Puis après, on va avoir ouvert Laval, comme 3 semaines après. On fait, regarde, il reste un step à faire, c'est Québec. Puis on a décidé d'ouvrir à Place Laurier à Québec. Puis c'est ça, vous avez ouvert
mois de novembre, mai Champlain, mois de Octobre, Mont-Champlain, novembre, Montréal. novembre, Montréal, vous avez comme Ouais. pris un bail à partir du mois de janvier. Exact. Fait que, Vous mettons, êtes on avait ouvert en fermé février, pour mettons. réouvrir. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, exact, on a, mettons, réouvert en février. Ouais. Puis ça, C'est vous avez fait centre Laval, Ouais, Saint-Laval, on a ouvert début avril. début avril, puis Ouais. pas longtemps après, tout ça, vous avez ouvert à Exact. Québec. On Fait a qu'en ouvert- dedans d'un an, il y a eu comme quatre Ouais. boutiques qui se sont ouvertes. Exact. Puis, Quand même, c'est de l'expansion vite. Là. ouais, pour vrai, ça a vraiment bien été. Puis, fun fact avec l'ouverture à Québec, genre, c'est l'ouverture que j'ai été le plus stressé de ma vie. Parce que pour relaxer, moi, puis les boys, comme on dit, regarde, on va prendre un 10 jours, tu sais, on s'en va au Costa Rica, man. On s'en va au Costa Rica, les 3 boys ensemble, puis on fait le party, on a du fun, puis tout. Puis là, c'est le moment de partir, puisque l'ouverture à Québec, c'est dans genre 5 jours, là. Puis on rate notre vol, man. Oh non. On rate notre vol. Il n'y a aucun avion disponible comme pour nous ramener à Montréal. Fait qu'on passe comme 24 heures à l'aéroport. Finalement, le seul vol qu'on trouve, c'est à New York. Fait qu'on atterrit à New York. La mère Exa vient nous chercher à New York. Fait que là, moi, j'ai comme... Tout a été décalé dans mes affaires. Les boys, ils arrivent direct de... On revient de New York, ils pognent le char, ils s'en vont à Québec. Moi, je pogne le truck de compagnie, je m'en vais direct chez une fournisseur. Puis... Qui est à Toronto. Ouais, ben dans le fond, nous, on a des fournisseurs un peu partout. Un peu partout. Fait que j'en ai à Toronto, j'en ai aux États-Unis, j'en ai overseas. Fait que comme vraiment partout, mais exactement, là, dans le fond, moi, j'arrive de New York, puis je me claque d'aller directement à Toronto. Fait que là, je suis rendu là-bas, tu sais, puis je réalise, man, on n'aura pas le temps de laver le stock, man. Fait que on ramène tout le stock. J'appelle une buanderie commerciale, je dis écoute, je vais te louer ça à un prix de malade, man, je vais faire le lavage moi-même, je m'en fous, man, mais j'ai besoin de machine à laver, genre. C'était-tu ta tante qui était à ce moment-là? Non, mais c'est dans le fond, ma tante, en fait, pour le monde qui ne savent pas, c'est celle qui s'occupe de notre lavage de vêtements. Fait que, initialement, elle travaillait pour nous comme on the side pour faire un petit peu de tout, comptabilité ou quoi que ce soit. Puis, on a vraiment besoin de quelqu'un pour faire notre lavage parce que c'est ça qu'on faisait initialement, c'est qu'on louait comme une buanderie de nuit, on y allait faire notre lavage et tout ça. Puis, elle a vu comme vraiment une bonne idée de business, puis elle a vraiment comme dit écoute, voici ce que je te propose, moi je vais faire tout votre lavage, voici combien ça va vous coûter par exemple par sac, parce que nous c'est dans des sacs. Comment les ça poches fonctionne. gérées, là. Exact. Fait que elle s'est décidée d'ouvrir, puis là elle vient d'ouvrir sa buanderie commerciale et tout ça là, qui est à elle. Puis c'est encore elle aujourd'hui qui fait notre lavage. Mais comme j'en venais à ce moment-là, j'avais aucune solution. Fait que moi je viens de faire comme un 24 heures à l'aéroport. Après ça, je viens de faire genre 6 heures de vol jusqu'à New York, 6 heures de char de New York à Toronto. Ben non, à Québec. À parce Québec, qu'il fallait c'est ramener ben à Montréal, dans le fond. Puis après ça, de Montréal à Toronto. Puis là, t'étais brûlé, là. Ah, brûlé, tu dis, mon gars. Puis là, je pars de Toronto, je reviens, puis il est genre 4 h le matin. Puis mettons, on ouvre à 8 h le soir à Québec, genre. Fait que là, il est 4 h le matin. Puis je m'en vais pas chez nous, là, je m'en vais direct à la buanderie. Fait que de 4 h le matin à genre 1 h l'après-midi, je lave tout le stock, je price tout le stock aussi. Puis là, parce qu'il n'y avait rien de fait. Non. Ah non, il n'y avait rien de fait, là. Je te dis, man, de rater ce vol-là, ça a été la pire affaire au monde. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, tout le stock se fait laver, pricer, etc. Puis là, je viens pour aller chez nous, je suis man, faut que je dorme, j'ai pas le temps, puis tout. Puis finalement, les boys m'appellent, ouais, mais c'est parce qu'il y a préouverture, man. Le monde commence à arriver, puis il y a pas de stock dans le chat. Fait que je pogne le truck, man, je m'en vais à Québec, mon gars, je suis genre. Tout le monde est habillé super beau, man. Je suis habillé tout dégueulasse. Tout croche. Ouais, tout croche, man. On s'en va finir le shop. Au final, ça a été une réussite, man. Ça avait vraiment bien fonctionné. On avait eu comme des sponsors. Fait qu'il y avait des tartares, il y avait du vin, etc. Puis le lendemain matin, on ouvre tout ça. Puis ça a été vraiment un succès aussi. Là, fait que on en est là au niveau du retail aujourd'hui. Wow. C'est-tu Québec est encore votre meilleure boutique? Ou Ben en fait, je te dirais que comme toutes nos boutiques performent bien, mais les boutiques qui performent le mieux, c'est vraiment en fonction du loyer que tu vas payer, en gros. Là, fait que, dépendamment de combien tu payes, ton chiffre d'affaires va être vraiment... comment je peux dire ça? Il va être... t'as une meilleure marge. Exact. Ton loyer... Tu vas avoir un loyer... chiffre d'affaires pour un loyer qui soit payé plus cher, of course, mais je te dirais que Québec, ça roule super bien. Montréal aussi, comme j'ai dit, il y a tellement de trafic sur la rue Saint-Denis. C'est vraiment rendu comme... une destination quasiment touristique pour le monde qui veut du vintage. Il y a beaucoup de monde qui viennent de l'Ontario, d'Ottawa, tout ça pour magasiner sur la rue Saint-Denis. Puis Laval aussi, pour vrai, ça va vraiment bien.
Brossard aussi, on est chanceux, puis on a encore un bon deal, là, fait que ça nous permet de peut-être faire moins de ventes, mais de faire quand même T'as des des bonnes bons marges quand profits. même, malgré Exactement. tout. Là. OK. Y a-tu des, comment dire, des challenges en particulier que tu as dû surmonter? Tu viens de parler de Québec, Ouais. là, tout est back and forth, mais t'as-tu, mettons, dealé avec les employés, parce que des fois, c'est pas toujours facile. Juste la dernière fois, on t'a supposé céduler, puis t'as quelqu'un qui est pas rentré, fait que là, il a fallu qu'on reschedule. Ben, je te dirais que ce qu'on a réalisé en affaires, c'est qu'on n'avait pas pris en considération. Puis encore aujourd'hui, je vais te dire, c'est l'affaire la plus dure, là, c'est les ressources humaines. Hmm. Pour vrai, là, c'est tellement difficile, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que aussi, nous, faut prendre en considération qu'on a un gros roulement de personnes. Ben, gros roulement, c'est pas vrai qu'il est gros, là, mais on a un roulement de personnel quand même fréquent parce que nos étudiants, c'est pas mal tout nos étudiants. Nos employés, c'est tous des étudiants qui font pas mal du temps partiel. Fait que c'est difficile de comme investir beaucoup d'argent dans leur formation pour qu'ils restent parce que la majorité vont quitter, C'est par une job exemple. d'été, C'est ça, oui. exactement. Fait que, puis quand tu es dans cette palette-là d'âge, entre par exemple 18-25 ans, puis que t'es hangover ou whatever, tu t'en fous, tu sais de pas rentrer. Mais nous, on n'a pas le luxe de, par exemple, avoir tout le temps 2 employés sur le plancher. Fait que des fois, les employés sont seuls sur le plancher. Fait que s'ils rentrent pas, nous, on se retrouve à devoir pallier ça. Puis c'est vraiment pas évident. Là. Mais c'est. Comme je te dis, ressources humaines, c'est vraiment C'est ça, le la chose qu'on s'est pas attendu, que ça a pris beaucoup plus de temps, de compréhension. Parce que tu te dis, mettons, à un employé de faire le balai, tu penses que ça va être fait, mais non. Si tu le dis pas 8 fois de faire le balai, puis que tu fais pas 8 rappels, puis t'es pas comme. Tu dis pas de check-in list pour le faire, ça sera pas fait. Fait que ça a été beaucoup de compréhension pour nous, puis beaucoup de comme. Comment on va faire, tu sais, pour faire respecter notre image de marque, notre clause, le open, de faire aussi une identité de la marque parce que c'est difficile pour des fois des jeunes de devoir vendre, puisque tu sais, on est dans des centres commerciaux, fait que de devoir vendre le fait à des personnes plus âgées ou quoi que ce soit, c'est du vintage, c'est pourquoi ça vaut tant, tu sais, puisque eux vont rentrer, ouais, mais c'est usé, puis là ils pensent que t'es un marché aux puces, puis qu'ils peuvent te bargain et tout ça. Fait que c'est pas ça arrive, mais tu sais, ouais. comme je te dis, dans les centres commerciaux pendant la semaine, là, du lundi au mercredi, souvent c'est vraiment tranquille. Puis c'est ça ta clientèle. Veux pas, c'est les personnes plus âgées qui vont faire leur magasinage là, parce qu'il y a moins de monde qu'à la fin de semaine. Puis veux pas, faut que tu sois sympathique avec eux parce que ce monde-là, la première affaire que tu vas savoir, c'est qu'ils vont trouver un. Peut-être pas un t-shirt Mickey Mouse, là, ça va pas être ça leur style ou Harley Davidson, mais un jacket de sport des années 80-90. Ça, paf, ils vont te dropper un 200$, puis ça va pas les déranger, tu sais, ça va pas les choquer parce que ce monde-là, ils ont de l'argent. Fait que c'est ça qu'on essaie d'inculquer à nos employés, de pas prendre personne de haut, puis pas de négliger aucun client parce que tout le monde qui rentre dans un centre commercial, c'est pour acheter. Quand tu marches sur la rue Saint-Denis, c'est que, par exemple, tu peux travailler sur cette rue-là, tu peux aller au restaurant sur cette rue-là ou juste une activité pendant l'été, c'est tellement le fun aller juste à Montréal puis profiter du beau temps. Tandis que quand tu es dans un centre commercial, veux pas, tu vas pas dans un centre commercial si t'es pas pour acheter. Non. Fait que, il y a une raison pourquoi t'es là. Exactement. Fait que c'est ça qu'on dit au monde. Le monde qui rentre sont prêts à acheter. T'as juste une façon, dans le fond, de bien aller chercher cette clientèle-là. Puis ce qu'on a réalisé, dans le fond, avec les personnes âgées, c'est peut-être qu'ils vont pas acheter des systèmes, mais si t'es capable de leur vendre une carte cadeau pour leur petite fille, pour leur enfant ou quoi que ce soit, c'est là que c'est intéressant. Puis c'est ça l'approche qu'on va beaucoup avec eux. avec eux autres, là. OK. Exact. OK, quand même. Fait que au magasin, ça roule plus la fin de semaine parce que la clientèle est majoritairement jeune. Exactement. Mais dans le fond, nous, notre clientèle, je te dirais que ça varie entre, c'est fou, là, je te jure, là, entre 8 ans à comme 50 ans. Fait que, mettons, la fin de semaine, t'as le papa qui va venir pour acheter un jacket de sport, un t-shirt de musique, un t-shirt Harley Davidson. Oh, OK. Puis tu vas voir le jeune qui va venir puis qui va te demander des baggy pants, puis il va essayer 40 baggy pants avant d'en trouver un qui fait. Mais quand on fait des événements, ce qu'on réalise aussi, parce qu'on a des événements qu'on fait qui sont à 25$ et moins, ça pogne bien, hein? la clientèle de ces événements-là, c'est vraiment jeune, tu sais, parce que y a pas... toi pis moi, là, qui ont 20 ans, on va pas aller attendre une nuit complète dehors pour économiser 50$, tu sais, mais le monde qui pour eux, sont... Tu sais, veux pas, ils ont pas beaucoup de... Ils ont pas nécessairement un gros salaire qui rentre ou quoi que ce soit, fait que pour eux, c'est des super bonnes aubaines. C'est des beaux vêtements, 25$. Exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on fait avec ces événements-là, c'est les vêtements, par exemple, qui ont été longtemps en succursale ou des trucs comme ça, mais ça reste que c'est la même curation habituelle. C'est juste qu'on a besoin de faire des fois des roulements d'inventaire.
Puis c'est avec ces événements-là qu'on a été capable de bouger cet inventaire-là. Fait on fait ces événements-là, puis je te jure, là, c'est vraiment jeune la clientèle. C'est entre 8 et 15 ans. Puis, mettons, la deuxième journée, le dimanche, quand il n'y a plus de fil, tu vas avoir le clientèle un peu plus âgée qui va venir parce que ils n'ont pas juste ça à faire d'attendre un 4 heures en fil. Puis, tu sais, mettons, t'as des jeunes de Berthierville, shout out, man, qui ont dormi la nuit au complet devant le Main Champlain et tout ça. Impossible! Ben, tu sais, mettons, on préparait l'événement, puis je voyais comme faire les back and forth devant le shop. Je suis hey, je peux-tu vous aider, les boys? Puis il était comme, ben, on veut juste être sûr. Parce que dans le fond, on donnait des NASCAR jackets au premier qui allait être en oui, fil. ok, c'est ça, c'est la promotion. Puis là, il était on veut juste être sûr qu'on va être les premiers, puis qu'on va avoir nos NASCAR jackets et tout ça. Parce que s'il y a du monde qui dorme à d'autres entrées, on veut pas qu'ils nous dépassent ou quoi que ce soit. Fait que bref, t'as du monde qui ont comme dormi la nuit au Main Champlain pour avoir ces jackets-là. Puis on avait aussi caché de l'argent comme dans ce dans le magasin, Fait que ça avait été un chaos. Là. Le monde rentrait, tout le monde cherchait l'argent, puis on avait dit qu'on avait mis comme partout dans le shop. Là. Fait que tu voyais tout le monde partir pour trouver l'argent. Puis une fois que l'argent était trouvé, là, le monde commençait à magasiner. Mais bref, fait que pour la clientèle, c'est pas mal ça. Je te dirais que c'est entre 8 ans puis 40 ans. Mais c'est vraiment jeune. Là. Mais on vend aussi beaucoup en ligne. Ça, j'allais dire, vous vendez beaucoup en ligne quand même, hein? On vend beaucoup en ligne, puis en ligne, ça va être une clientèle plus vieille, tu sais, parce qu'on met des systèmes plus dispendieux en ligne, là, notamment des systèmes, par exemple, qui vont être datés ou des systèmes plus rares qu'on met pas en succursale, parce que justement, en succursale, on essaie d'être le plus abordable possible, mais en ligne, les prix sont un peu plus dispendieux. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, des fois, je voyais qu'il y avait des genre de beaux chandails, mettons, North Face, puis c'est comme... Il y avait du monde qui me disait justement, genre, on parlait de ça, Xavier parlait de ça sur le podcast qu'il a fait avec Rams, puis il disait, mettons, le monde disait, ben tu sais, tu me charges 110 pour le truc, il me semble que c'est cher. Ouais, mais on va voir sur leur site, il est à 220, genre. Ah, c'est ça. Je te vends à moitié prix, genre. Comme, c'est le même dessus, il est d'aussi bonne qualité. Exact. Dans le fond, c'est ça qui t'a donné l'envie de commencer, de donner une deuxième vie aux vêtements, c'est juste que ça a comme bien pogné, puis c'est comme... En même temps, ça s'aligne avec tes valeurs. Est-ce que c'est le fait que tu donnes une vie aux vêtements puis ça brise le fast fashion? Ben en fait, il y a deux choses. Nous, on a comme vraiment un plus gros projet qui est derrière Carole, qui est comme un projet extrêmement éco-responsable, qu'on veut parler, qu'on veut mettre en place bientôt, qui serait en fait de comme tous les vêtements possibles, de trouver des façons de les réutiliser. Par exemple, nous, notre clientèle, c'est tout ce qui est vintage, mais je dis n'importe quoi, le golf actuellement, c'est extrêmement la mode. Puis nos fournisseurs, tu sais, ils en ont des polos de golf. Puis un polo de golf, moi, j'utilise cet exemple-là parce que j'ai demandé ça à ma fête. Puis c'est extrêmement cher. Là. Par exemple, un polo, c'est comme 120$. Puis si on est capable de, justement, toutes les gammes de produits possibles de seconde main, d'être capable de les revendre aux consommateurs, c'est là que ça va devenir éco-responsable. Parce que sinon, tous ces vêtements-là, ce qui se passe quand ils sont vendus, ça s'en va où? Ça s'en va dans des landfills. Fait que le monde, il pense que nous, nos vêtements, on vole ça des pauvres, mais pas du tout. Là, là, nous, nos vêtements, c'est leur dernière vie. Là, comme ça s'en va où on les achète. Puis s'ils ne sont pas achetés là à ce moment-là, ça s'en va se faire domper dans des landfills, là, littéralement. Puis c'est même pas juste pas à côté, des fois, ils sont mis sur un avion, ils sont shippés dans un autre pays, puis ils sont droppés là. Exactement. Fait que c'est ça, tu sais, c'est le côté éco-responsable de la chose de sauver ces vêtements-là avant qu'ils aillent dans d'autres pays se faire brûler puis que ça fasse comme plein de CO2 partout. Là. Fait que, pour en venir avec l'expansion de Carole, là, vous êtes rendu à 4 boutiques. Prévoyez-vous une 5e? C'est quoi les prochains plans là, pour Carole? Là, je te dirais que comme on est juste avant le temps des fêtes, puis après ça va être la saison morte, on va vraiment se concentrer comme sur nos succursales, puis sur le en ligne beaucoup. Fait que le en ligne, on veut mettre beaucoup de temps parce que veut pas, c'est comme une 5e succursale. Là, on pose quasiment autant d'items qu'on met dans nos shops. Mais on aimerait tester des nouveaux concepts pour des succursales qu'on va ouvrir. Je peux pas trop en parler, mais ça va être des nouveaux concepts. T'as bien puis on aimerait en ouvrir une vague là, pour avril. Là. Fait que, ouais. Fait qu'il faut rester à l'affût. Faut rester à l'affût de ça. Puis sinon, au niveau de l'expansion, il y a aussi un autre concept qu'on a fait l'année passée, qu'on risque de refaire. C'est pas sûr encore. C'est un concept de déjà ça? Le Blast Festival, en fait, qu'on avait fait au promenade Saint-Bruno. Dans le fond, c'est un concept où on regroupe comme plusieurs vendeurs locaux
puis qu'on fait un gros marché de Noël. Puis on l'avait fait au promenade Saint-Bruno dans un ancien restaurant qui avait fermé. Fait que c'était comme une énorme superficie de vente. Puis on avait regroupé des marques comme Papy, Pop Underwear, il y avait Carole, il y avait Le Cartel. Je pense qu'on était 25 marques au total. Fait qu'on était vraiment beaucoup. Puis l'engouement était vraiment là. Je te montrerai encore là des photos des files d'attente qui capoteraient. Puis ce concept-là, il y a beaucoup des marques qui aimeraient le refaire parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit. Dans le sens où souvent les marchés locaux, ce que ça va être sur une fin de semaine. Puis t'as ton propre employé ou toi qui va être là. Nous, c'était un service clé en main sur 35 jours de mémoire. Fait que c'était par exemple du début du Black Friday jusqu'à 1er janvier. Fait que ce qu'on faisait, c'est que le monde investissait de l'argent dans leurs boots. Fait que les boots, c'était vraiment malade. Là, pour vrai, c'était du monde qui s'est rendu surpassé. Il y avait quelqu'un, on a mis une BMW dans l'événement. Puis lui, son boot, en fait, c'est qu'il ouvrait ses portes. Lui, il vendait des pantalons, ça s'appelle Gun Pants. Fait qu'il ouvrait comme le coffre, les portes et tout ça. Puis le stock était dans son char. Fait que les kiosques du monde, c'était vraiment comme... Tout le monde s'avait surpassé parce que c'est sur 35 jours, tu sais. Fait que tu veux pas arriver là avec tes supports en plastique puis des racks en métal, tu vas avoir l'air vraiment fou. Ta petite pliante, là. Puis le monde se préparait à cet événement-là comme un mois d'avance. Fait que tu rentres dans place, puis tu vois les setups du monde, tu te dis, OK, faut que je step up ma game. Puis cet événement-là, ça a été vraiment un succès. C'est juste que aujourd'hui, on a tellement 1001 projets en même temps qu'on essaie de... Tu veux pas te spread thin. Exactement. Fait qu'on est en train de voir si on n'est pas capable de trouver un partenaire avec qui on pourrait faire cet événement-là. Puis sinon, pour les prochains mois, ça va vraiment être la structure au niveau organisationnel de notre entreprise parce que veux pas, quand que tu fais une grosse expansion comme ça, t'as pas nécessairement le temps de stabiliser. Fait que là, on est vraiment en train de comme mettre des systèmes en place et tout ça pour être plus organisé puis d'avoir une meilleure suivi de projet, ce qui va nous permettre d'ailleurs de beaucoup plus déléguer pour pouvoir faire une autre expansion, justement. Je comprends. Tu es rendu à combien d'employés là, présentement avec les 4 boutiques? C'est pas moi qui s'occupe des ressources humaines, je sais pas avoir l'air fou, mais de mémoire, on doit être autour de 20 à 25 employés. Puis quand on avait le Blast, encore là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on tournait autour du 40 employés. OK, quand même. Ça en fait du monde à gérer, pareil. Ouais, quand même, ça fait des gros payrolls. Là. Ça fait des gros payrolls, puis ça monte vite. Là. Fait que tu sais, t'as parlé des 25 qui au Blast. Ça ressemble à quoi en compétition au niveau du vintage? C'est bien compétitif? Ben, nous, le Blast, en fait, c'était des marques locales. C'était pas tout du vintage. C'est ça. Okay. En fait, on a bien fait. On a gardé le monopole du vintage. On était les seuls vendeurs. Tout le reste, c'était vraiment complémentaire. Fait que, par exemple, t'as la marque Papy qui est de Danovic Pit, qui veut vendre des trucs un peu dans le même style que nous, oversize et tout ça. Mais leur clientèle, eux, c'est plus, par exemple, pour le gym ou la vie de tous les jours. Puis, t'avais plein de marques pour femmes. Là. Ça allait du lipsil à des bijoux à tout ça. C'est ça qui était cool, c'est parce que t'arrivais là pis t'avais tout. Exactement, t'avais tout, pis c'était littéralement toutes les marques locales pas mal les plus trendy ou populaires qui sont là au même endroit. Pis c'est souvent ces événements-là, ce qui est plate, c'est que c'est plus des trucs pour filles. Fait que quand t'es un monsieur ou que t'es le chum de la fille, t'es obligé de l'accompagner pis tu peux pas nécessairement trouver des trucs à ton genre. Mais nous, on avait un mix des deux, t'avais comme hommes et femmes. Fait que ça a vraiment fait que ça a bien fonctionné parce que, tu sais, tu peux y aller avec n'importe qui, tout le monde va trouver quelque chose. Exactement, tu sais, t'avais même les papas-mamans qui trouvaient ce qu'ils cherchaient. Puis ce qui était vraiment cool aussi qu'on a remarqué, c'est que nous, on avait comme une porte extérieure. Fait que, par exemple, le monde qui voulait rentrer dans le centre commercial pouvait rentrer directement par notre porte. Wow. Fait qu'on a eu comme une autre clientèle aussi qui était juste passer. Monsieur, madame, tout le monde qui crime, il rentre là, waouh, il y a une BMW dans le spot, c'est quoi qui se passe ici, tu sais. Ça pétait quand tu rentrais. Puis ça a fait que le monde a vraiment encouragé le local, puis on a généré un énorme chiffre d'affaires avec ça. Wow. Puis pour en revenir à la compétition, juste en général, sans compter le blast, là, ça ressemble à quoi la compétition au niveau? Parce que je sais que justement sur Saint-Denis, tu as une couple d'autres. Ça ressemble à quoi la compétition dans le vintage? Au niveau du vintage au Québec, il y a quand même énormément de compétition, mais c'est vraiment condensé comme à Montréal. Là. Si tu vas sur la rue Saint-Denis, t'as tellement de succursales. T'as par exemple le Capara Vintage, t'as le Marché Flow, tu vas avoir le 90, tu vas avoir le Clip 777, tu vas avoir Carole.
Tu en as eu 2 autres qui ont ouvert dans le dernier mois. Ah ouais, en Cyber Vintage et Thrift Shop. Tu vas sur Saint-Laurent, tu vas avoir Throwback Vault, tu vas avoir Cul-de-sac Vintage, tu vas avoir Rêve Abbé, tu vas avoir... je peux même pas toutes les nommer tellement il y en a. Mais je te dirais que ce qui est cool avec le vintage, c'est que c'est pas nécessairement tant de la compétition, dans le sens où chaque item est unique. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, même si tu trouves un t-shirt, le même t-shirt ici versus chez mon compétiteur, la grandeur va être différente probablement, puis la condition aussi va être différente. C'est Fait tout que, unique. tout est unique, exactement. Tout Fait est que, unique. moi, au niveau de la compétition, c'est sûr que je veux pas, c'est pas le fun quand t'as du monde qui ouvre à côté de toi. Mais comment faut que tu le vois, c'est que ça amène tellement Ça amène du du monde trafic. aussi, tu sais, ça amène du trafic. La rue Saint-Denis, là, je te jure, c'est rendu comme une attraction touristique pour le vintage. Là. Le monde qui connaissent le thrift et tout ça, tu vont vas sur sur la Saint-Denis. rue Saint-Denis. Puis la raison de ça, c'est, tu sais, initialement, je pense que t'avais juste Marché Flow. Ensuite, il y a eu le 90 qui a ouvert. Puis, fun fact, le club 777 puis Carole ont ouvert la même journée sans le savoir. Ah ouais? Fait que nous, tu sais, on a comme tout fini nos rénaux et tout ça. On ouvre notre shop. Puis on est genre, what the fuck, c'est qui les filles à côté qui sont en train de couper un ruban puis popper du champagne? On va les voir, puis c'est les filles du Club 777 qui aujourd'hui sont en super bon terme, qui ouvraient eux aussi leur succursale de vintage en même temps que nous. Puis je te dirais que tout est complémentaire aussi. Par exemple, Marché Flow, ça va être des trucs pour femmes très abordables. Ok. Ensuite, tu vas avoir le Club 777 qui est des trucs pour femmes plus style, comment je faisais ça, début année 2000, donc le Y2K qui revient à la mode. Le 90, ça avait des trucs d'extrêmement bonnes conditions, mais qui sont plus dispendieux, plus un petit peu des trucs de collectionneurs ou Le si high-end, le high-end du ouais. vintage. Nous, on est un entre les deux. Un donc, bon mid-range, là. mid-range. T'en as donc qui sont nos- plus expensive, t'en as des Exact. moins Fait que nous, on est cheap, dans la ouais. tranche du 35 à 40$. Puis, t'as Capara qui est un petit peu dans le même style que Marché Flow, mais qui va être moins cher encore, qui se rapproche un peu plus d'une friperie. Ok. Fait que je te dirais que c'est ça qui est cool, c'est que t'as personne qui a la même curation. Ouais. Puis, sinon, au niveau de la compétition, dans les centres commerciaux qu'on est actuellement, il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a ok. pas d'autres. En fait, il y a eu au moins Champlain qui en a eu un, mais qui a fermé pas longtemps après. Puis sinon, ça ressemble à ça au niveau de la compétition. Je te dirais que la compétition, c'est surtout au niveau en ligne. Là. C'est vraiment dur Que là, ouais, tu de compétitionnes. Ouais. compétitionner avec les géants des États-Unis et tout ça. Mais même là, comme je suis pas nerveux parce qu'on a vraiment un site web qui fonctionne super bien. Parce que comme je te dis, moi, depuis ça fait 4 ans là, que je pose des items à tous les jours en ligne. En fait, 4 ans, non. Ça fait 3 ans. Puis, fait que ça fonctionne super bien. Là. J'ai des clients qui sont super récurrents et tout ça. Mais la grosse compétition, ça va être les applications de revente. Fait que, mettons, de se comparer à un eBay, à un Depop, Depop, à ouais. un... Il y avait Vinted qui est arrivé au Canada mais qui a fermé. Ça va peut-être de faire manquer. T'as Ouais. Grailed et tout ça, mais c'est dur de se battre avec ce monde-là parce que ils sont capables de toucher comme la clientèle mondiale que nous, c'est plus à Relativement l'échelle ouais. de la province. Tu sais. Fait Ouais. que, C'est relativement local. exact. Puis pour en revenir au morceau, c'est toi qui as choisi. C'est handpicked. Au niveau de notre curation, dans le fond, c'est pas moi qui choisis chacun des systèmes. Au début, quand on a commencé, c'était comme ça parce que c'était ça. Vous étiez ma trois, force, là, c'est- fait que, ouais, c'est ça, on ouais. était trois. C'était moi qui connaissais comme tout le vintage, fait que c'est moi qui ai comme présenté les gars aux fournisseurs, c'est moi qui ai comme tout fait notre relation avec nos fournisseurs et tout ça. Mais aujourd'hui, au niveau qu'on est, je peux plus faire Faut ça faire ça, non. tout seul. Faire là. un Fait que- 6 heures à Toronto, puis tu vas exact. choisir Donc, la fête, tu reviens. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe comme qu'on appelle de sourcing, qui s'occupe de la curation complète de nos succursales et tout ça. Puis ils ont leur voiture de compagnie, notre trailer et tout ça. Fait qu'ils se promènent un peu à travers le Canada, les fameux États-Unis et trailer. tout ça, qui trouvent tous nos La pin, vêtements, elle tient-tu là, sur le trailer? Ouais, là? là, il est rendu Ok. correct. La Tu maudite veux-tu pin. raconter la petite histoire avec le trailer, que c'est passé? Ouais, ben dans le fond, mon employé était censé, il était censé partir à faire les restocks et tout ça, puis c'était en pleine tempête de neige, puis il était rendu comme 2h du matin, puis j'ai reçu un appel, ouais, j'ai perdu le trailer sur l'autoroute. Fait que là, j'ai dit arrête, là, tu me niaises, là. Fait que finalement, une chance, c'était pas sur l'autoroute, c'était comme sur un petit boulevard. Je m'en vais là, mon gars, j'essaie de remettre le trailer, puis je réalise que le pied a comme défoncé en dessous du trailer, fait que je peux plus en relever le trailer. Puis il y avait plus justement la pin pour tenir la boule La au boule, véhicule.
Fait que j'ai appelé mon ami, que tu connais bien aussi, Laurent. Fait que j'appelle Laurent à comme 3h du matin. Parce que moi, je pars, mettons, de la Rive-Sud à 1h. J'arrive à Laval à 2h. Puis je suis genre, man, je fais quoi? Gros? J'ai pas 3000$ à mettre sur un towing de trailer, là. Fuck off, là. Fait que j'appelle Laurent, man. Il me répond, ben oui, je vais bien. Il te répond comme si t'étais un client. Ben oui. Le gars, bonjour, moi, puis j'ai aidé, 3h du matin. Là, il me répond, puis il me dit, ouais, mais c'est parce que là, je vais travailler dans pas long. J'ai dit, c'était quoi si t'en vas travailler, le gars? Genre 2h30 du matin, yo. Check son set, il dit, t'as bien raison. Je pensais qu'il était 7h le matin. J'ai dit, je m'en viens. Fait que bref, il s'en vient à Laval, on repine le trailer, puis on a été capable de faire nos restocks et tout ça, mais je te dirais qu'on en a pas mal des histoires là, avec nos véhicules de compagnie. C'est pas évident quand pas toujours évident. Quand c'est ton matériel à toi, tu y fais attention, mais quand t'as beaucoup d'employés et tout ça, c'est plus difficile de faire un suivi de hey, tu sais, mange pas dans le char ou quand t'es dû pour un changement d'huile, comme faut que tu me le dises. Quand que si, ça. Fait que c'est beaucoup de back and forth, mais ça revient au fait que, comme j'ai dit, les ressources humaines, c'est la partie la plus dure dans notre entreprise. Là. Fait que, Y a-tu déjà, parlant de moments un peu pas difficiles, mais y a-tu un moment où t'as déjà considéré abandonner, Carole? Ouais, à plusieurs moments, je te dirais qu'en tant qu'entrepreneur, là, des fois, t'es sur des highs et des lows, là, genre, tu sais, mettons, c'est vraiment une montagne russe, là. Quand tu fais des semaines de merde, t'es comme, fuck, man, genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que veux pas, t'as énormément de pression, comme, au niveau, genre, monétaire, veux pas, juste en rent, en payroll, puis en frais fixes. De mémoire, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on a comme pour 150 000 de dépenses par mois fixes. Ça, c'est comme sans l'inventaire qu'on achète. Là. Fait que juste de frais fixes, faut que je vende pour 150 000. Juste pour break-even. Juste pour break-even. Là. Mais même, c'est plus que ça, là, veux pas, parce que genre, j'ai mon coût d'inventaire et tout là-dedans. Fait que genre, j'ai beaucoup de pression à ce niveau-là, puis ça m'a longtemps stressé de comme, quand tu fais une expansion de veux pas, tu commences dans ton high, parce que c'est l'ouverture et tout ça, fait que tu fais des chiffres d'affaires de malade, puis à un moment donné, ça stabilise. Puis au moment que ça se stabilise, il faut que tu fasses, par exemple, on veut faire un pourcentage X de croissance, mais c'est dur, là, tu commences à, je sais pas, 100 000 de chiffre d'affaires pour un succursale, puis après ça, tu retombes à du, mettons, 50 000 qui est stable, puis à partir de ce moment-là, il faut que tu fasses un taux de croissance, constant. Puis tout ça, c'est ça, parce qu'avec l'inflation, t'as pas le choix de... Si tu grossis pas, tu meurs. Exact. Fait que c'est difficile. Puis je te dirais que les moments que j'ai plus pensé à un moment donné, il y a quand j'avais retourné en restauration, parce que, comme je te dis, c'est tellement de l'argent facile que je faisais tellement d'argent en restauration. Puis je voyais aussi, j'avais pas le même mindset qu'aujourd'hui. Fait que je voyais pas le long term de cette entreprise-là. Pour moi, c'était plus un side hustle. Puis, fait que si on n'avait pas ouvert la succursale à Brossard, je pense pas que... Ça aurait fini. Je pense que ça l'aurait fini. Puis, je te dirais que sinon, comme... Le retail en général connaît vraiment une grosse baisse, là. On parle, mettons, de 40% de moyenne. Fait que cette baisse-là, versus notre première année de chiffre d'affaires à aujourd'hui, nous, on a été capable de pas être du tout proche du 40%, là, juste pour... parce que sinon, on serait pas là aujourd'hui. Là. Mais t'as des grosses marques de ce monde que je peux pas nécessairement nommer qui sont à du moins 40 à moins 70%. Puis c'est difficile. Là. Puis tu sais, c'est de... Moi, ce qui me stresse, qui me stressait, c'était le fait de... Tu sais, avec le monde générique de l'informatique et tout ça qui fait que s'améliorer, le monde du web, est-ce que le retail, c'est vraiment comme l'option envisagée ou c'est de fermer les retail shops et d'investir comme tout notre argent, tout notre temps en ligne parce que, mettons, dans une couple d'années, peut-être que les centres commerciaux, ça fonctionnerait plus, tu sais. Tout le monde va juste acheter en ligne. Exact, tu sais, fait que nous, c'est plus là où en est ma réflexion, mais il y a jamais un moment que je me suis dit comme, Chris, on est proche de la faillite, ça va pas, man, je mets la clé dans la porte parce qu'on a eu la chance que on fait de l'argent, puis qu'on est capable on est capable de survivre les moments durs, parce que veut pas, il y en a eu des moments durs, là, tu sais. Nous, c'est des gros montants qu'on dépense, par exemple, avec les fournisseurs, puis quand t'as des mauvaises badges de stuff où tu te fais avoir sur des mauvaises décisions financières, ça arrive, puis ça va vite que ton cash flow il descend. Là. Nous, on est une jeune PME,
ça fait juste 2 ans qu'on est là, puis veux pas, tu checkeras juste les pourcentages des entreprises qui sont capables de survivre après 1 an, 2 ans, c'est minime, tu sais. Fait que nous, d'avoir un cash flow qui nous a permis de croître comme ça, on a été vraiment chanceux. Mais je te dirais qu'une de mes peurs, c'est le retail, là, de savoir si c'est vraiment l'avenue à prendre ou bien si c'est de mettre ses jeux dans le même panier puis aller juste en ligne, de faire par exemple une plateforme où ça serait un petit peu du eBay, mais que ça serait plus du vintage et tout ça. Là, donc. OK. Fait que t'es encore en train de regarder les potentiels Ben, le retail, c'est sûr que pour nous, c'est pas une option de fermer. Comme je t'ai dit, nous, on a un autre projet qui s'en vient, puis on veut en ouvrir d'autres. C'est juste que tu m'as dit, tu proche comme d'abandonner ou quoi que ce soit. As-tu déjà des moments où tu as Mais déjà considéré? ces moments-là, comme... C'est là que tu Ces réflexions-là, c'est à ce moment-là que des fois, tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que tu fais la bonne affaire? Est-ce que j'aurais juste dû garder à 2 succursales puis mieux garder le contrôle qualité? Parce qu'elle veut pas... Genre là, c'est pour ça qu'on veut se structurer pour reprendre le contrôle qualité sur nos shops, mais c'est difficile de garder le contrôle de... Ton service en clientèle va être A1, ton stock va être A1 dans tes shops, parce que là, mettons... Ce qui paraît partout. Nous, on a eu la mentalité de... On veut tout faire en même temps. Fait que par exemple, on avait un événement là, puis en même temps, il fallait faire les restocks de nos shops, mais finalement, on mettait le stock dans ces événements en question. Fait que... au final, c'est là que je me suis remis en question de... Est-ce qu'on fait la bonne affaire de vouloir juste faire un gros chiffre d'affaires, vendre partout, ou on devrait se concentrer vraiment sur nos shops? Fait que, y a-tu quelque chose en particulier qui t'a fait qui t'a remotivé? Ouais, ben je te dirais que beaucoup de choses m'ont motivé, là, mais quand tu fais des bonnes journées de vente, je te dirais que c'est un très bon motivateur. C'est vrai que le retail... Tu sais, mettons, quand tu te claques le janvier, février, mars, genre, c'est une claque d'en face, man. Tu perds la... Mettons ton chiffre d'affaires là, de tes... mettons juin, juillet à août, le septembre il est tranquille, octobre c'est bon, novembre, décembre c'est bon. Tu compares ce chiffre d'affaires là à, mettons, janvier, février, mars, là, je te jure, c'est genre 70% de baisse. Là. Comme c'est énorme. Là. Fait que quand t'es dans ces mois-là, t'es comme... Fuck, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça, tu sais. Puis ça va se partir de ce moment-là que faut que tu trouves des solutions. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que on est capable d'aller vendre du wholesale à d'autres consommateurs. Ben, d'autres consommateurs. En B2B, là, donc à d'autres boutiques. On est capable de faire des événements. On va plus poster en ligne parce que le monde va plus acheter en ligne pendant ces périodes-là parce qu'ils veulent moins se déplacer. Il fait moins 40, il fait pas beau et tout ça. Fait que c'est pas mal ça, mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est comme je te dis, qu'on fait des grosses journées de vente, là, qu'on fait nos événements à 25$ et moins sur une fin de semaine, puis que... Tu clés le magasin complet. On vend... je veux pas nécessairement parler de chiffres, là, mais des journées à 30 000 et plus, comme... C'était genre, OK, let's go. Là, on est dans la bonne voie. Là. Ouais, exact. Ouais. Ta famille, tes parents, t'as brièvement parlé de tes parents. Comment tes parents voient ça? Tout ce qui se passe avec toi la dernière année, t'as eu un accident, tu t'es cassé le cou, une opération... Tu travailles comme un fou, tu commences une boutique, ça explose, des partners. Comment est-ce qu'ils voient ça tes parents? Ben, mes parents m'ont vraiment... Ben, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment chanceux d'avoir les parents que j'ai parce qu'ils m'ont tout le temps encouragé dans ce que je faisais, là, dans le sens où moi, c'était en plein pendant le COVID. J'ai été un des premiers, tu sais, à acheter du linge en gros d'un peu partout dans le monde. Puis je faisais ship ça chez nous, là. Puis mes parents étaient genre... on va-tu avoir des puces de lit? On va-tu avoir ça? On va-tu avoir ça? Puis j'étais comme, non, inquiète-toi pas, man. Fait que mes parents... Ils m'ont laissé avoir une pièce en haut chez moi, ils m'ont rien chargé pendant ce moment-là, fait que ça m'a vraiment permis de bâtir comme un cash flow qui me permettait d'acheter de l'inventaire, de comme bâtir ma clientèle et tout ça. Puis ça a été les premiers à m'encourager dans tout ce que j'ai fait. Mais un gros step que je viens de faire, c'est de... Dans le fond, mes parents, moi, c'est vraiment important pour eux l'école. Puis moi, j'ai tout le temps été vraiment, vraiment bon à l'école. Fait que j'ai fait mon secondaire... sans aucun problème, là, avec genre des 100%, puis comme, j'étais un tannant, là, j'allais pas à l'école, genre, ouais, pis ça, j'étais pour être un tannant, t'étais un vrai tannant, j'étais, tu sais, je foxais mes cours, puis comme, je réussissais quand même vraiment facilement, puis j'ai eu des bourses au secondaire, parce que j'avais des bonnes notes, puis tout ça, puis j'étais arrivé au cégep, même chose, super des bonnes notes et tout ça, puis après ça, j'ai été accepté à l'université en finance. Fait que j'ai fait comme ma première année de mon bac en finance.
Puis ça a donné que c'était en même temps que j'ouvrais comme Les boutiques. mes boutiques et tout ça. Puis mes deux partners, eux, sont comme 1 an de plus vieux que moi, fait que Xav puis Zach. Fait que eux, il leur restait juste. Ben en fait, Zach, lui, a fait le deck back, fait qu'il finissait cette année-là. Puis Xav, il restait 1 an, tu sais. Fait que pour eux, ça valait la peine de comme. De juste finir, De le finir, tu sais, puis le mettre derrière eux. Mais moi, genre, je commence mon bac en finance, puis en même temps, genre, j'ai l'expansion de malade qu'on a. J'ai toutes les shops qu'on ouvre. Genre, je suis président de l'entreprise, c'est moi qui l'a bâti. Fait que, genre, j'ai beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Ouais. Fait que j'ai mis comme mes études de côté pendant ce temps-là, puis genre, ça a vraiment fait un clash avec mes parents dans le sens où comme ça a été difficile, là, ils l'ont accepté puis tout ça. Mais ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est de finir mon certificat en administration des affaires. OK. Fait que là, dans le fond, c'est ça, genre mon certificat en admin. Puis ce que je risque de faire au fil du temps, là, juste pour réussite personnelle et tout ça, ce serait probablement de faire un bac par cumul. Là, donc, Ouais. de Faire deux autres certificats. deux autres puis- certificats, mais dans des Ok. trucs qui m'intéressent, tu sais. Ouais. D'aller en finance, ça a tout le temps été comme. Je veux pas le. Mes parents me disaient, ah, c'est là que tu vas faire de l'argent, c'est là le futur, c'est ça, c'est ça, c'est ça aussi. Puis moi, ça m'a jamais vraiment nécessairement intéressé. Fait que là, je vais avoir mon premier certificat, puis les deux autres, je sais pas en quoi nécessairement je vais les faire encore, mais ça va être dans des trucs que je vais aimer. Ok. Notamment, je pensais en faire un pour ressources humaines, tu sais. Fait que. Ça va te servir. C'est ça, ouais, exact. va te Donc, servir, je vais le ouais. faire dans des trucs qui, je sais, sont nécessaires pour ma croissance au niveau de l'entreprise, puis ma croissance personnelle aussi. OK. Ah, c'est intéressant. C'est le fun d'avoir que tes parents te supportent. Ouais, exact. C'est pas tout le monde qui a la chance de même, mais comme quand tu l'as, c'est comme, hey, comme. Non, mais c'est ça, c'est sais, le difficile. Tu sais, des juice, fois, faut que. Mais aussi, faut que tu prouves au monde, là. Genre, moi, je me suis. Tu sais, pas fait rire de moi, mais c'est. Quand t'arrives, puis que tu. Dans des. Mettons, dans des. Meet and greet, puis tu dis que Ouais. genre tu vends du linge vintage, puis que. Tout de suite, t'es dit comment? Tu te fais prendre de haut, pis tout ça, pis tu sais, veux pas. Moi, j'ai 21 ans, là. Fait que Puis quand j'ai commencé, genre. J'ai ouvert le premier shop, j'avais 18. Fait que, ben, j'étais comme. J'avais 18, mais je tombais sur mes 19, genre 2 mois après, là. Ouais. Puis, fait que ça, j'avais 18 ans, puis on dealait avec les gérants de centres commerciaux. Moi, je gérais avec. C'est moi qui s'occupais de toute la gestion des fournisseurs et tout ça. Fait que c'est du monde qui sont. Comment je peux dire ça? Qui vont pas nécessairement te prendre de haut, mais que tu as envie de faire ta place. Puis c'est dur de faire ta Ouais. place quand t'es un jeune. Puis, veux pas. Moi, je suis pas le genre de gars qui va arriver Ben, encore aujourd'hui, je suis habillé comme Montréal T'habilles- ben, Canadien. Moi, je vais arriver. Tu t'habilles puis comme je- t'es confortable. Genre, moi, Ah ouais. je m'habille vintage, puis je l'assume. Genre, c'est ça que je fais dans la vie. Je vends du linge vintage, je veux m'habiller en vintage. Puis. Si t'arrives avec ton saut, ça serait comme, ouais, tu vraiment. Ouais, c'est ça, tu sais, mais. Ouais. Puis c'est dur de faire ta place dans des trucs comme ça. Tu sais, t'arrives, puis dans des. Justement, que tout le monde parle ensemble, des entrepreneurs, tout le monde est habillé en soute, puis t'arrives en vintage ou t'arrives comme un peu plus décontracté et tout ça, parce que je veux pas changer ma personnalité ou quoi que ce soit pour juste fit in. Genre, moi, Ouais. je suis comme ça, puis je l'assume 100%. Puis, C'est bon, ça. Ouais, exact. Honnêtement. Puis ça a tout le temps bien marché, puis on a eu la chance justement d'avoir beaucoup de monde qui veulent travailler avec nous. On a des mentors qui sont des têtes entrepreneuriales. J'ai du monde qui à l'époque, j'étais comme, ça va être impossible de parler à ce monde-là un jour. Par exemple, Phil Grisé, l'owner de Empire, Ouais. qui aujourd'hui, on est allé prendre un verre et tout ça ensemble, puis qu'on se parle au téléphone du futur du retail et tout ça. Fait que c'est cool de faire sa place en tant qu'entrepreneur quand que t'es jeune, tu te cherches un peu, puis que tu regardais ce monde-là, tu étais comme, waouh, c'est impossible à atteindre Ouais. un jour. Tu sais. Je me souviens quand t'étais jeune, on faisait du skate, puis c'était genre Empire, c'était genre, Ouais, ouais, c'est ça, Empire, puis là, exact. tu deals avec le gars qui a fondé ça. Ah, puis c'est aïe, ça, ouais, c'est vraiment Comme- cool pour eux. C'est le fun que tu t'es rendu là. Ouais. Petit conseil, réflexion personnelle. T'as-tu un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait commencer dans le commerce de détail? Ouais, ben en fait, peut-être pas nécessairement pour le commerce de détail, mais juste en business en général, ce serait de t'entourer d'une équipe qui ont des forces complémentaires à toi, puis une équipe que comme ça te dérange pas de faire beaucoup d'heures avec eux, parce que c'est dur, là, elle veut pas... le monde avec qui tu vas être en affaires, là, c'est du monde que tu vas voir plus souvent que ta blonde, plus souvent que tes parents, plus souvent que tes amis. Genre, moi, Xav puis Zach, on se voit toutes les semaines. J'ai les au téléphone à tous les jours, on se texte à tous les jours. Au début, on était ensemble littéralement tous les jours. Puis c'est difficile d'être avec du monde comme autant souvent, puis de pas se marcher ses pieds, puis de se pogner, puis tout ça. Fait que je te dirais que de s'entourer de monde avec qui tu te vois faire affaire, qui ont les mêmes valeurs que toi, c'est très important.
Puis aussi, justement, d'avoir des valeurs complémentaires. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est un rêveur, puis ma force à moi, c'est de shooter 1001 projets, puis les gars vont me ramener sur terre, ils vont dire hey, Chris, Vince, calme-toi, genre ça fait pas, ça fait pas. Zach, lui, ça va être quelqu'un qui est extrêmement comme structuré, fait que c'est lui qui va faire un peu plus le back-end, qui va s'occuper, par exemple, de la comptabilité, des finances, qui va faire un peu plus du... comme je dis, par exemple, je lance un projet, c'est lui qui va plus le structurer pour qu'on se rende à ce projet-là. Mais moi, mon gars, ma force, c'est de lancer 1001 projets, puis d'avoir plein d'idées, puis justement, de comme avoir ces gars-là qui sont capables Qui vont de faire monter ce lui, projet-là. non, lui, Ah, oui, c'est ça, lui, mais oui. d'avoir ces gars-là qui Ouais. sont capables de réaliser le projet avec moi, c'est vraiment comme... Ça fait partie justement du lien qu'on a entre nous. Puis même Xavier, lui, sa force, c'est vraiment au niveau de comment je peux dire, c'est pas nécessairement de la création de contenu, mais de la vision de la marque. Ouais. Il est excellent dans tout ce qui est aussi le contact humain. Fait que là, lui vient de reprendre aussi le côté un peu plus retail. Fait que là, il va s'occuper de toute la formation avec nos employés, tout ça. Puis, ce monde-là, pour vrai, Xav pis Zach, comme j'ai dit, moi, j'y connais parce qu'on a joué au hockey ensemble quand on était jeunes. Puis aujourd'hui, on est rendu avec une business ensemble. Puis j'ai la chance que nos liens interpersonnels, on est quand même capable d'aller prendre une bière puis pas juste de se parler de business. Tu sais, c'est encore mes amis. Puis Xavier, dans le fond, c'était un de mes meilleurs amis. Puis encore aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums. Là, fait que le conseil, c'est de s'entendre une bonne équipe. Exact, une très bonne équipe, puis du monde qui ont les mêmes, la même vision que toi, puis les mêmes projets que toi, parce que, tu sais, moi, quand je te dis, là, si, genre, j'ai l'idée de grossir, puis que j'ai 1001 projets dans ma tête tout le temps, puis si je suis pas capable d'être avec du monde qui voit cette vision-là, puis qui ont la même drive que toi, c'est impossible que tu vas aller nulle part, là. Ouais. Du monde qui vont dire, oh, ouais, non. Ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas, ça marchera. Hey, le nombre de fois, là, que même nos mentors avec qui on s'assoit comme une fois par mois puis qu'on discute de c'est quoi les prochains steps à faire quand ils nous aident un peu à nous structurer tout ça, ils nous disent hey, vous êtes fous les gars là, puis comme guess what, gros, on le fait pas puis on le fait là, puis après ça là, ils sont genre damn les boys, comment vous avez fait ça genre, tu sais c'est juste quand t'es prêt à mettre les heures puis mettre le temps qu'il faut puis comme tu crois en ce que tu fais, tout va arriver pour vrai. Genre, en tant qu'entrepreneur, tu comptes pas tes heures, mais comme si tu crois en ce que tu fais puis que t'aimes ce que tu fais, ça passe vraiment vite puis c'est le meilleur job du monde. Ouais. Trouves-tu que ça a été glamorisé un peu l'entrepreneuriat au cours des dernières années? Ben c'est sûr que je trouve ça un peu plate que le monde montre juste un peu les beaux côtés de la chose puis qu'ils vendent des formations pour devenir un entrepreneur parce qu'ils veulent pas. T'as pas nécessairement de formation pour devenir un entrepreneur comme le seul conseil qui est pertinent, c'est de se lancer en affaires. Comme start. Quand tu il n'y aura jamais de condition parfaite. La condition parfaite, c'est de commencer. Ouais, je quote Alex Hormozy. Exact. C'est juste start. Si tu t'en lances jamais, t'as bien beau avoir les plus belles idées du monde, ça va rien donner. Ça va rien donner. Puis, faut que tu te mouilles, mon gars. Genre, aie pas peur de comme... Tu sais, le monde a peur des risques financiers ou ont peur de ci, de ça, mais ça fait partie de la game, là. Genre, si tu ne feras pas d'argent, tu feras pas d'argent. Si tu mets pas des heures dans ton projet en malade sans les compter, comme ça va jamais payer. Puis, comme tu dis, au niveau des entrepreneurs, moi, j'ai un problème, c'est le monde qui dit comment c'est facile. C'est pas facile d'être un entrepreneur, là. C'est crissement pas facile, là. Genre, le monde qui dit moi, je travaille de Dubaï ou je travaille, tu sais, de la maison, puis je fais un nombre X d'heures pour faire 10 000 par mois, man. Je regarde ça, puis je suis comme... Quel pigeon va se faire avoir là-dedans? Genre, je peux pas croire qu'il y a du monde qui croit à ça, là. Genre, c'est pas ça, là. Quand t'es un entrepreneur, tu penses que tu peux faire ta propre horaire, puis ci, puis ça, puis au final... Je vais être libre... Au final, tu fais juste travailler plus que les autres. C'est pas du 9 to 5 que tu fais, c'est du 5 to 9. Ah, puis même là, t'as pas fini à 9h. Mais comme je te dis, tu sais, moi, c'est ça que je t'ai texté. C'est pas ça que je voulais faire un peu plus tard le podcast. Là. Je me suis couché à 4h du matin. Là, moi, là, genre, je me suis levé, j'ai pogné ma douche, puis je suis venu ici faire le podcast. Là, puis genre, je m'en vais travailler après. Ça paraissait un peu. Hein? Ben, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, le monde, il pense que c'est de faire aller jouer au golf, puis genre, travailler de la maison, puis tout. Là, c'est pas ça être un entrepreneur, puis. C'était pour un peu renchérir sur ton point de Glamorize, là, mais c'est ça. Si tu pouvais venir en arrière, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Ça, c'est une bonne question. Of course.
au niveau de... Pas se péter le cou ou... Non. Je te dirais, il y a ça. Mais en revenant en arrière, comme... Pour vrai, ce serait même pas la même game, là. Je veux dire, t'apprends tellement, là. Je veux dire, mettons, là, notre première année, tout notre argent qu'on a fait, on l'a réinvesti dans l'entreprise, puis veux pas, là, on génère des millions de dollars de chiffre d'affaires, là, puis comme, à la fin de l'année, tu check, puis il te reste presque plus rien, parce que T'as tout t'es réinvesti. dans tes premières années, puis tu mets des dépenses où tu penses à la bonne idée, puis finalement, c'est pas la bonne idée pantoute, puis tu perds des milliers et des milliers de dollars, là, juste en essayant de comprendre c'est quoi la business, tu sais. Fait que si je retournais comme au Vincent de 18 ans qui ouvre le premier shop, ça serait pas la même game. Là. Ça serait vraiment pas la même game. Puis on serait à un autre niveau aujourd'hui, mais veux pas, tu sais, tout ça, c'est parce que je l'ai appris au cours de... Au fur et à mesure. Exactement. C'est en le faisant mais que tu l'as appris. C'est en le faisant que je l'ai appris. Puis sinon, je sais pas si j'ai tant quelque chose que je referais pour vrai, parce que c'est le... Veux pas, c'est niaiseux à dire, mais c'est le fun de se casser la gueule parce que t'apprends pour vrai, genre. Quand que, mettons, là... surtout toi, t'aimes ça te casser la gueule, là. T'es cool, mais quand tu te pètes la gueule pis t'es genre... T'es couché dans ton lit, man, tes 2 yeux grandes ouverts pis t'es genre, man, demain, il faut que je paye, genre, 100 000 $, là. Comment je vais faire? Puis de trouver les solutions. Ah non, man, je te dis, là, genre, des fois, on me coucher, mon gars, il faut que je sorte mes notes puis j'écrive mes trucs, parce que sinon, genre... T'arriveras pas à dormir. Ouais, j'ai trop d'idées. C'est... Mais je trouve que c'est là-dedans que t'apprends le plus, man, de genre... Tu sais, mettons, justement, quand je parle avec le Blast, à un moment donné, on avait comme 40 employés. Fallait... Ça a donné, la même journée, il fallait faire les payes, payer tous les loyers, payer tous les fournisseurs. Puis c'était littéralement comme 120 000 $ qui sortaient d'une journée, là. En une journée d'argent du compte, là. Genre... Dans des journées de même, t'es genre... Fuck, que j'aimerais ça retourner puis genre mieux me structurer pour mieux payer. Il faut que tu dépenses ce que la majorité des gens font en salaire. Ouais, c'est plus que la majorité des gens font en salaire. Puis tu dis, il faut que je sorte ça demain, genre, fini. Ah non, c'est quelque chose, mais je te dirais que y a pas tant de choses que j'aimerais changer dans le sens où j'ai adoré me péter la gueule parce que ça m'a vraiment comme appris puis ça m'a fait grandir en tant qu'entrepreneur. Y a-tu une compétence ou des connaissances en particulier que tu dis comme, hey, je suis content d'avoir appris ça, genre, au fur et à mesure des années en business, là, y a-tu quelque chose que tu dis, genre, hey, je suis content d'avoir appris ça? Ouais, déléguer, man. Déléguer, pour vrai, au stade où on est aujourd'hui, si on n'était pas capable de déléguer des trucs, genre, je serais une poule pas de tête à courir partout, là, tu sais. Veux pas. Tu serais à la caisse, tu temps sur les réseaux sociaux. Depuis l'ouverture de notre succursale, je pense j'ai peut-être fait une dizaine d'heures planchées, là, parce qu'on est capable de déléguer, d'avoir des bons gérants en place, de faire une équipe qui permet justement que moi je peux développer d'autres projets à l'interne, tandis qu'eux vont genre s'occuper des projets qui existent déjà. Fait que de déléguer, je pense que c'est ce que j'ai appris le plus en entreprise. Puis c'est Zach qui m'a vraiment montré ça. Il était vraiment bon pour déléguer. Puis au début, moi je voulais tout faire. Puis il m'a dit comme, le gros, tu vas te brûler, là, tu vas virer fou, là, comme faut déléguer, faut mettre des trucs en place. Puis c'est vraiment la truc que je suis le plus content d'avoir appris en entreprise. OK. Des petites questions rapides pour conclure. Yes. Y a-tu un article préféré que t'as vendu chez Carole? J'ai-tu un article préféré que j'ai vendu chez Carole? Je te dirais que, surprenamment, je vois tellement de linge que comme j'ai plus d'attachement aux vêtements. Fait que mettons des t-shirts à comme 1000 $, ça me dérange plus. Tu sais, initialement, veux pas, comme je t'ai dit, moi j'ai tout le temps aimé le thrift et tout ça, le thrill d'aller dans un thrift puis de peut-être trouver un t-shirt qui vaut 200 $, ou de trouver de quoi que j'adore puis qui vaut de l'argent puis je peux revendre. Mais aujourd'hui, j'ai plus aucun attachement avec le vintage parce que pour moi, c'est comme si je vendais des bouteilles d'eau, là. C'est niaiseux à dire, mais pour moi, c'est un produit. C'est un produit, puis pour moi, il faut que tu marketes bien ton produit et tout. Mais il y a un piece qui m'a vraiment fait chier. Moi, je suis un gros fan du Canadien, là. J'ai mon t-shirt du Canadien, puis les seuls trucs que je collectionne, c'est des trucs du Canadien. Puis j'ai vendu un jacket en cuir, man, malade mental du Canadien, puis à chaque fois, je le regrette. À toutes les fois que je m'envoie le game du Canadien, je suis genre, si man, you, cette jacket-là. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres trucs que je. C'est le jacket qui sort, là. Ah, c'est le jacket qui m'a fait chier. Mais d'ailleurs, fun fact, cette jacket-là, je l'ai vendu pour la seule raison que, tu sais, quand je t'ai dit le stock qu'on pensait que pendant 30 jours, ça allait durer pour le shop. Ouais.
après 3 jours, on n'avait plus de stock pantoute, man. J'ai fait, Fallait que tu... fuck, j'étais allé chez nous, man. Je T'as te sorti tous tes jure, vêtements. toute ma garde-robe, mon gars. Ouais. Toute ma garde-robe, tout mon linge, toutes mes collections que Ça, j'avais. c'est des... J'ai tout mis ça dans le shop, on a tout vendu, mais c'est à ce moment-là que j'ai vendu cette jacket-là qui est. Je l'ai encore sur le cœur là, de l'avoir vendu. Là. Mais, Fait qu'il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là, il y a qui un- a un il y a jacket. quelqu'un qui, dans le mois d'octobre, m'a acheté un jacket en cuir canadien, puis je te le rachèterais, mon gars, si je te. si je le Ok, retrouve. regarde, c'est lancé, Ouais. c'est mis out there. C'était pour décrire Carole en 3 mots, ta vision des choses pour Carole en 3 mots. 3 mots, c'est dur, mais. En 3 mots, c'est très dur. Préfères-tu le dire en une phrase? En une phrase, ça fait Vas-y, plus de en sens. une phrase. En une phrase, on aimerait vraiment révolutionner le côté retail au Québec. On était les premiers à être dans des centres commerciaux puis de vendre de seconde main. On a dû faire lever des clauses par la Baie Tutson, Levi's, des géants de ce monde pour nous avoir. J'aimerais énormément normaliser l'éco-responsabilité puis rendre ça cool. Là. Je sais que c'est vraiment à mode, mais le fait d'être vraiment gros au niveau retail avec différentes marques. Comme je t'ai dit, on veut ouvrir d'autres marques au niveau du vintage. Puis sinon, j'aimerais vraiment aussi que ce soit au niveau comme, c'est niaiseux à dire, là, mais gouvernemental. Il y a comme des trucs qui se passent actuellement au niveau gouvernemental. Par exemple, de mémoire, c'est le Parti québécois qui veut enlever les taxes sur le seconde main et tout ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit capable d'être des pionniers qui font bouger les choses puis qui sont capables de justement, tu sais, ça fait pas de sens que du linge qui a déjà été taxé se fasse retaxer puis tout ça. Puis, je te dirais que ce serait ça, man, de vraiment faire sa place puis de tracer le chemin pour le monde qui veulent se lancer dans le vintage après. Wow, ok. Ouais. Je vais te donner la parole. Si jamais, y a-tu quelque chose aujourd'hui que tu aurais aimé ça nous partager, que tu n'as pas eu la chance de partager? Vite de même. Ben, j'aurais aimé ça parler plus de mes partners, man. Pour vrai, c'est 2 maudits bons Jack. Il y a Xavier qui a passé à un podcast, justement, les colocs. Fait que je vous invite à le regarder. Mais il y a Zach qui a jamais encore passé un podcast. Puis c'est vraiment une bonne tête entrepreneuriale. Puis je pense qu'il y a beaucoup à faire apprendre. Fait que j'aurais aimé ça parler un peu plus d'eux, mais c'est difficile d'éventer quand ils sont pas là. Mais ce serait ça. OK. Ben, brièvement, Zach, tu l'as connu au hockey. Ouais. Comment c'est venu que dans le fond, qu'il a Zach, join in? je me suis tout le temps bien entendu avec lui. Là, dans le fond, moi, je l'appelais Frenchie parce que c'est un Français, dans le fond. Puis, lui, je jouais avec lui dans le midget 2A de mémoire. Je vais pas dire n'importe quoi. Puis, on s'avait pas vraiment recroisé avant ça. Puis, je l'ai recroisé dans le terme de café, genre. Ah ouais? Genre, Random? Non, pas random. C'est moi qui l'avais texté. Ah ouais? Parce que lui, il faisait justement du e-commerce. Puis moi, je me cherchais à cette époque-là en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que je te disais que Carole, je savais pas c'était quoi. Je savais pas si t'allais faire retail, juste en ligne. J'avais aucune idée. Que... Même pas juste Carole, je voulais tout faire. Je voulais comme flipper des couches. Oui, je voulais, je voulais tout faire, man. man. Je voulais juste faire de l'argent rapidement. Comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, je pense. Genre, au début, tu te cherches puis t'es comme, comment je vais faire pour faire de l'argent et tout ça. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai su qu'il était dans l'e-commerce qui faisait de l'argent avec ça. J'ai dit, écoute, bro, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, man. On va prendre un café puis tout. Puis écoute, on s'est eu au téléphone. Puis j'ai pris un café et tout ça avec lui. Puis au final, c'est lui qui a voulu embarquer avec moi. Fait que, tu sais, c'est lui qui a push, ok. Fait que lui, il a lâché l'e-commerce pour embarquer avec moi. Wow. Il est allé all-in avec moi. Puis à partir de ce moment-là, avec Zav, on était une équipe de 3. Puis ça a vraiment. Ça a juste bien cliqué, là. Les 3, ça a cliqué. On était de la bombe, là. Fait que. Wow, ok. Fait que Zach, faut que tu aies un podcast, là. On veut t'entendre. On veut t'entendre, t'es le prochain, là. Fait que, ben, merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir pris le temps de sortir de chez vous puis de venir ici pour le podcast. Fait que, voilà, ben, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints puis d'avoir écouté Vincent dans son partage de son parcours entrepreneurial avec nous. J'espère que vous repartez avec des idées, des conseils, de l'inspiration, hein, parce que ça reste que c'est une histoire inspirante. Ça vous démontre vraiment que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Même la situation, tu te casses le cou, ben écoute,
toute situation, ben, il y a un bon côté. Hein? Tu remontes, tu descends la pente, Écoute. t'en payes le coup. Peut-être pas ça, Ouais, mais appelle l'ambulance si t'as le coup. Mais c'est ça, je vous invite à vous abonner, partager. On ne sait jamais, ça peut inspirer quelqu'un. Puis s'il y a du monde qui cherche une job, ben, je sais que Vincent y engage. Fait que, Effectivement, si vous voulez une job, je vous invite à envoyer ça à admin@carolthriftshop.com. Puis si vous voulez nous encourager sur nos réseaux sociaux, c'est carol.vintage. Carole.vintage. Puis j'invite aussi, faites le tour de la boutique, vous allez voir les beaux vêtements qu'ils ont. Honnêtement, il y a bien de la variété. Puis il y a de quoi pour tous les goûts. Fait que, Effectivement. On sur a ça, plus ben, que 2000 items par succursale, fait que si vous trouvez écoute, rien, il y a un problème. Là. il y a un méchant problème. Appelez-le si vous ne trouvez rien. Fait que sur ça, un gros merci de votre écoute. Puis on va se voir pour un prochain épisode. À plus. Thanks for tuning in to this episode of the 7-Figure Hour podcast. We hope you enjoyed the conversation and found some valuable insights. Don't forget to follow, subscribe, and share the podcast with others who might benefit from these stories. As today's guest wisely said, surround yourself with a team whose strengths complement your own, and make sure it's a team you're ready to put in the long hours with. Until next time, keep pushing towards your 7-figure journey. See you in the next one.